Alors bonjour, donc aujourd'hui on va travailler un petit texte de Pascal pour continuer donc notre cours sur la politique et donc faire le grand 1 petit 2 après avoir travaillé sur Machiavel. C'est un texte, vous allez voir, qui est très intéressant, très provocateur aussi, j'espère qu'il vous plaira. Alors, je vais commencer par en donner une lecture. Justice et force. Il est juste que ce qui est juste soit suivi, et il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante et la force sans la justice tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants, et la force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à la dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Aussi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Alors comme d'habitude, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à la thèse du texte et au plan. Donc voilà, mettez la vidéo en pause et travaillez un petit peu là-dessus. Alors, juste pour transitionner un petit peu avec ce qu'on avait dit avant sur Machiavel, donc vous vous rappelez que chez Machiavel, au fond, la justice, c'était un petit peu le cadet des soucis de l'État, c'était tout au plus un moyen de manipulation parmi les autres, et que le but de l'État, c'était simplement la stabilité, et que pour défendre cette fin supérieure, le prince devait être prêt à tout. On pourrait quand même objecter ici à Machiavel que s'il n'y a pas un semblant de justice, en fait, et l'instabilité va être produite en fait par l'injustice. Et le souverain, certes, il sera craint, mais dès qu'il tournera le dos, ben, on le craindra plus. Et puis ces injustices vont au contraire encourager la révolte. Donc l'idéal de justice ne semble pas tout à fait disparaître. Alors on pourrait donc se demander si l'État essaye d'être vraiment juste, est-ce que finalement ça marcherait pas mieux? Est-ce qu'il gagnerait pas en autorité plutôt qu'autre chose? Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est donc avec ce texte de Pascal, c'est que l'État n'est capable que d'une justice de convention. Alors, l'idée principale, vous l'avez sans doute compris, c'est que d'habitude, on pense que la seule chose qui est capable de nous imposer le respect, et donc de nous imposer l'obéissance avec notre accord, bah, c'est l'idée de justice. Sinon, le sentiment d'injustice nous pousserait sans cesse à la révolte. On ne supporterait pas l'injustice de la tyrannie, on en voudrait toujours au prince, etc. Mais Pascal dénonce en fait cette idée comme une naïveté. En fait, seule la force peut mettre tout le monde d'accord et peut assurer cette fonction. La justice est incapable de produire l'accord des hommes. Et si on croit qu'on se soumet à la justice et non pas à la force, c'est simplement parce que nous nous sommes mis d'accord pour donner au plus fort le droit d'édicter des lois et d'édicter le droit. C'est donc pas la justice qui est forte, mais la force que l'on prétend juste. Alors, le plan du texte ici était assez simple, hein, il me semble. Donc d'abord, dans ces deux premières, cette première phrase, là, il est juste que ce qui est juste soit suivi et nécessaire que ce qui est fort soit suivi. C'était tout simplement la définition des deux principes d'obéissance auxquels pouvait avoir recours le souverain. Ensuite, ce que dit Pascal dans cette deuxième phrase, c'est que aucun de ces principes n'est suffisant si on le prend isolément. Les deux sont faibles pris isolément, à leur façon. Ensuite, troisième paragraphe, du coup, il faut se demander comment est-ce qu'on peut récupérer les avantages de l'un et de l'autre, comment est-ce qu'on peut les faire collaborer, ces deux principes. Et Pascal nous dit que, au fond, là on a un dilemme, est-ce que c'est la force qui doit servir la justice ou la justice qui doit servir la force? Réponse de Pascal, évidemment ce serait mieux que ce soit la force qui serve la justice, mais précisément, ça marche pas. Et comme ça marche pas, la seule solution qui restait aux hommes pour vivre ensemble, c'est que on justifie la force, que ce soit la force qu'on appelle juste par convention. Voilà pour le plan du texte. Alors je vais maintenant passer au développement et on va reprendre cette première phrase et redéfinir les deux principes d'obéissance que sont la force et la justice. Alors, dit Pascal, première remarque, qu'est-ce que c'est que la justice? Alors, on l'avait déjà un peu défini dans l'introduction. Le concept de justice ici est pris à la fois comme la norme du droit, comme l'idéal qui permet de juger le rapport entre les hommes. C'est un système abstrait de valeurs qui défend des idéaux, par exemple d'égalité entre les hommes, de juste répartition des biens, de liberté, de droit à la sécurité, etc. Donc, premier plan, c'est cet idéal qui contient toutes les valeurs qui font que
on envisage une société parfaite, hein, pour ainsi dire. Et d'autre part, c'est l'institution judiciaire, hein, c'est-à-dire le tribunal, les greffiers, etc. Donc c'est le système concret de la justice dans la société, hein, qui est chargé de faire représenter voilà, les principes de la légalité. Alors on voit bien que quand on obéit à la justice, c'est parce que voilà, on reconnaît que la justice est un bien, que c'est notre bien commun, et on est censé se soumettre librement, par notre compréhension de ce qu'est la nature de la justice, à cette idée-là. Alors, à l'inverse, vous voyez, c'est parce que la justice est juste qu'on la suit, c'est parce qu'on est convaincu. Hein, la justice oblige. Je reviendrai tout à l'heure sur cette distinction entre obligation et contrainte. La force, à l'inverse, donc deuxième remarque, est suivie nécessairement. Hein, il est nécessaire que le plus fort soit suivi. Alors je vous rappelle rapidement ce que c'est que la nécessaire, c'est ce dont le contraire est impossible, ce qui ne peut pas ne pas être le cas. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement la force, c'est la soumission physique selon les lois naturelles. Hein, soumission physique à une cause qui s'exerce sur le corps. La force, c'est une puissance physique à laquelle, finalement, on ne peut pas échapper quand elle s'exerce. Elle ne fait que suivre les lois de la nature et du coup, elle engendre des effets qui sont nécessaires. Hein, quand on reçoit un coup de poing, on ne peut pas voilà, disparaître pour laisser le poing passer à travers notre corps et éviter ainsi la douleur. Si on utilise la force contre moi, je ne peux pas ne pas la subir, je la subis forcément. Alors certes, je peux résister en opposant une force supérieure, par exemple, mais je ne peux pas m'y soustraire. C'est un mécanisme naturel exactement aussi imparable que la gravité. Et du coup, je subis nécessairement son effet. La force contraint. Alors, donc j'ai utilisé ici, hein, pour définir les deux modes de soumission de la force et de la justice, c'est une distinction très classique que vous devez apprendre, qui est la distinction entre l'obligation et la contrainte. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux termes-là? Alors d'abord le point commun, hein, si on a besoin de les distinguer, c'est d'abord qu'ils se ressemblent, c'est que dans les deux cas je suis soumis. Hein, quand j'ai une obligation, ça me fait pas forcément plaisir, je suis obligé de faire quelque chose, je me soumets finalement contre mon bon plaisir à quelque chose. Et de la même façon la contrainte, hein, quand je suis soumis à une contrainte, ça me fait pas plaisir non plus. Et donc dans les deux cas, voilà, j'ai quelque chose qui semble s'opposer à mes désirs. Alors la différence, c'est que dans la contrainte, j'ai pas le choix. Et je reconnais pas la justice de cette soumission. Par exemple, dans le racket, hein, si quelqu'un vous raquette, non seulement vous vous soumettez, mais en plus, vous pensez dans vos têtes que c'est franchement dégueulasse et qu'il faudrait punir le type qui fait ça. Ou même quand on parle d'une contrainte physique, par exemple, je sais pas moi, vous êtes en montagne, il y a un rocher qui est tombé sur le sentier, c'est une contrainte naturelle qui s'impose à nous, malgré nous, et à laquelle on n'a pas donné notre accord. Ils nous embêtent, ce rocher-là, c'est absurde, il n'y a pas de justification à ce qu'il soit là. C'est un pur hasard, mais du coup, alors que ça ne nous fait pas plaisir, on aurait aimé une justification. À l'inverse, l'obligation, alors ça m'embête aussi, c'est sûr, ça me fait pas plaisir, mais par contre, je suis capable de reconnaître que c'est pas complètement injustifié. Alors par exemple, vous avez un contrat de téléphone, vous payez certes chaque mois une contribution au service, mais ça vous embête, mais vous comprenez pourquoi vous le faites. C'est une obligation, il y a des sanctions si vous ne le faites pas, mais vous comprenez que c'est normal de participer à l'effort de guerre si vous jouissez d'un service. Sinon, le service ne peut pas se produire. Donc, on a ici, vous voyez, deux formes d'obéissance qui semblent se ressembler, parce que dans les deux cas j'obéis et ça m'embête, mais qui pourtant se distinguent fondamentalement parce que la raison de l'obéissance n'est pas pareille. Dans l'obligation, au fond je suis d'accord, au fond je reconnais librement que j'ai raison de me soumettre, et dans la contrainte c'est l'inverse, il n'y a rien à reconnaître, c'est pas libre, on ne choisit pas de se soumettre à cette obligation. On voit bien ici que la force et la justice s'opposent selon ces deux modalités. La force s'impose à moi comme une contrainte, elle ne me demande pas mon avis, elle ne me demande pas mon consentement, alors que la justice s'impose aussi comme une obligation. On a l'obligation d'être juste, c'est pas juste pour le plaisir, mais par contre, quand je me soumets à la justice, c'est parce que j'ai reconnu que c'était mieux de le faire. Bien. Alors passons à la deuxième phrase. La justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique. Donc ici, Pascal fait voir que des deux côtés, il y a un manque. Des deux côtés, il y a une impuissance dans ces deux principes, dans ces deux principes de soumission. Alors pourquoi est-ce que la justice est impuissante ?
bah, comme on l'a dit, la justice oblige. Quelle conséquence ça a? C'est que la justice ne concerne que la pensée. Et justement, quand on s'attaque à la pensée, on ne peut pas la contraindre. Pour que quelqu'un pense ce qu'on a envie qu'il pense, il doit le penser par lui-même. Il doit être intérieurement d'accord. Il faut que ce soit libre. La justice est impuissante car elle ne peut pas contraindre physiquement le sujet à obtempérer ou à changer d'avis. On ne peut pas contraindre physiquement quelqu'un à changer d'avis. On est obligé d'en passer par le discours, par la conviction. La justice, elle nous oblige en droit, mais c'est bien pour cette raison qu'on a la capacité de nous y soustraire. Si on ne pouvait pas ne pas être d'accord, ce serait précisément pas de la justice. La justice, elle n'a pas les moyens de forcer quelqu'un à croire ce qu'il ne veut pas croire. Il faut qu'on soit libre de le refuser, sinon ça ne fonctionne pas comme une obligation. Et qu'est-ce que dit Pascal? C'est que faut être réaliste, il y a des méchants. Dans l'idéal, évidemment, la justice ne devrait pas avoir besoin de force et tout homme devrait être capable de reconnaître la justice de ce qui est juste. Mais en pratique, ça marche pas comme ça. La justice, elle a besoin de la police pour être appliquée. Si vous expliquez au voleur que c'est pas bien de voler, il vous dira oui, mais en fait, ses intérêts égoïstes, par exemple, ou la nécessité vitale qu'il a de voler, font qu'il se soumettra pas quand même. Ce ne seront que des mots. Alors, on peut même aller plus loin et dire que si la justice n'utilisait pas la force, non seulement elle ne fonctionnerait pas, mais en plus elle serait ridicule. On se moquerait d'elle, ce serait que des vains mots, elle se décrédibiliserait. Et du coup, au final, ce serait même dangereux parce qu'on affaiblirait l'idée même de justice en la décrédibilisant. Celui qui voudrait supprimer la police, en prétextant par exemple qu'elle fait qu'exciter le vice, qu'elle aggrave les tensions sociales, etc., et qu'il faudrait que chacun en son cœur accepte l'idéal de justice, celui-là, en fait, par son idéalisme, rend encore plus dangereuse la situation. Parce qu'une justice sans protection, non seulement est inefficace, mais fait rire d'elle-même, et du coup s'autodétruit. Bien, alors deuxième principe, la force. Pourquoi est-ce que la force est impuissante? Alors vous voyez, il dit pas impuissante, il dit tyrannique, mais bon, ça veut dire au fond que c'est une forme de faiblesse. Alors pourquoi? Parce que la force, comme on l'a dit, c'est simplement une nécessité naturelle. Elle est, en ce sens-là, elle est aveugle, même on peut dire absurde. La force brute est dénuée de finalité, d'intelligence, elle est dévastatrice sans raison. C'est une simple puissance naturelle. Et à ce titre-là, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est juste qu'elle a des effets plus ou moins appréciables sur notre personne. Donc, en ce sens-là, son usage est à justifier. Elle n'est par elle-même ni bonne ni mauvaise, et ce qui lui donne sa qualité, c'est la raison pour laquelle on l'utilise. Et donc, si elle est mise, comme c'est le cas la plupart du temps, au service d'intérêts particuliers, alors c'est plus une force, mais une violence. Et un État qui serait fondé que sur cette violence, que sur cette force, qui se justifierait jamais, serait tyrannique, parce que, il empêcherait les gens d'être d'accord. On n'a pas envie d'être d'accord avec quelqu'un qui nous maltraite. Et on va même aller un petit peu plus loin, c'est que non seulement on ne peut pas forcer quelqu'un à penser quelque chose, sinon on l'empêche précisément de le faire, mais même un État qui serait fondé que sur la tyrannie ferait l'inverse. Imaginons même que par hasard ils prennent une décision juste, le fait qu'on nous l'ait imposé par la force, ça ne nous donnerait pas envie d'y croire et ça nous donnerait envie de faire exactement l'inverse. C'est l'exemple que je donne souvent en cours, c'est quand on demande à quelqu'un de s'excuser sincèrement, même si évidemment au fond celui qui demande des excuses sincères a raison sur le fond, le fait de le demander comme ça empêche la sincérité de celui qui s'excuse et va même exciter le ressentiment plus qu'autre chose. Donc en ce sens, la force est tout aussi impuissante, parce qu'elle n'a de pouvoir que sur le corps et pas sur l'esprit. Et elle peut produire du coup qu'un accord de façade entre les gens, qui va durer que pour autant que la menace est là, que la force s'exerce, mais on imagine que dès que le tyran aura le dos tourné, on se privera pas de désobéir. Donc voilà, si on résume cette partie, d'un côté la justice elle est impuissante parce que justement elle peut pas contraindre physiquement les gens à lui obéir, elle est obligée d'en passer par les bons discours, et d'un autre côté la force aussi est impuissante parce qu'elle ne peut faire que contraindre les gens à obéir et ne peut jamais susciter leur accord intérieur, leur consentement libre. Du coup la justice agit sur la pensée mais que sur la pensée, et c'est ça sa faiblesse, alors que la force agit sur le corps, mais que sur le corps, et c'est aussi ça sa faiblesse. Pour que l'ordre puisse être maintenu dans un état, dit Pascal, on est bien obligé d'avoir les deux. Il faut à la fois que le plus possible les gens soient convaincus librement d'obéir, mais aussi que ceux qui ne sont pas convaincus, ceux qu'on n'arrive pas à convaincre, qu'ils soient freinés physiquement, sinon c'est eux qui prendront le dessus et ils détruiront l'idée de justice. Voilà pour
le grand B. Alors passons du coup à la partie suivante. Donc pourquoi est-ce que il faut mettre les deux ensemble? Alors première remarque d'abord, pourquoi est-ce que du coup on aurait besoin d'un État pour rendre la justice? Parce que finalement on peut se dire, si jamais un État juste ça marche pas, un État fort ça marche pas, bah débrouillons-nous tout seuls. Alors qu'est-ce qui se passerait si on rendait justice nous-mêmes? Alors première chose à dire, c'est que notre exigence individuelle de justice, d'abord, elle est passionnelle. Comment est-ce qu'on découvre l'idée de justice? C'est dans le sentiment d'injustice, dans l'indignation, dans la colère. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fond, on met au service de notre intérêt toute la force du sentiment d'injustice qu'on éprouve. Hein. Et même, d'une certaine façon, on se masque le fait qu'on essaye d'imposer nos intérêts, qu'on essaie de sauvegarder notre intérêt, parce que justement, on se gargarise de cette colère, de cette juste colère, hein, de cette colère de l'injustice. Alors, le problème de ça, c'est que peut-être qu'on a raison, mais ce qui va se passer, c'est que la gravité de l'offense que nous a faite l'autre ne se mesure pas du tout à l'indignation qu'elle soulève. On est toujours dans l'exagération quand on est dans le sentiment de l'injustice. On est disproportionné. Au fond, on se lâche un petit peu parce que le sentiment de colère, voilà, nous envahit, nous engloutit pour ainsi dire, et du coup, on n'est pas du tout dans la rationalité et dans la mesure. Évidemment, si on suit notre colère, alors on avait peut-être raison au départ, mais on va devenir injuste. Hein, on est injuste dans notre soif même de justice, si c'est le sentiment qui meut notre mouvement. Voilà, si on laisse à l'indignation tous les pouvoirs, alors même si on avait raison au départ, il devient normal du coup que celui qui est puni, eh bien, il veuille se venger, parce qu'il a subi aussi une injustice. Alors peut-être qu'au début c'est lui qui avait tort, mais du coup il se retrouve aussi victime du fait de l'injustice, de la sanction. Hein. La sanction, en ce sens-là, elle est démesurée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mesure. Or la justice, c'est d'abord une exigence de justesse, une exigence de juste mesure, précisément. Si chacun est juge de son droit, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la guerre, parce que celui qui est offensé, il va délirer dans son exigence de réparation, et celui qui subit du coup la vengeance de l'autre va aussi se sentir lésé dans cette vengeance et va vouloir se venger à son tour. Ça peut engendrer du coup des vengeances sans fin. Et du coup, il faut bien comprendre cette différence essentielle entre la vengeance et la punition. La vengeance, c'est simplement quand chacun est juge de son droit, quand chacun veut rendre justice lui-même, veut réparer ses torts à la lumière du sentiment d'injustice qu'il éprouve, alors que la punition, au contraire, c'est ce qui va mettre un terme à la vengeance, parce qu'elle va dire, bah, voilà ce qu'il est juste de faire pour réparer l'offense, et du coup, en principe, celui qui est puni comprend qu'il y a eu médiation, comprend qu'il a fait une bêtise, et que du coup, il n'y a pas d'injustice dans la réparation qu'on lui propose. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut du coup pour qu'il y ait justice? Eh bien, il faut un procès. Il faut un procès qui soit fait par un tiers médiateur impartial. La justice est possible que si justement l'arbitraire des passions est écarté. C'est ce qui distingue par exemple le lynchage du procès. Dans un lynchage, voilà, c'est le type qu'on pend au Far West sans lui avoir rendu un procès. Et du coup, on laisse éclater la vengeance populaire et le procès qui suppose au contraire un processus lent et dans le silence des passions. On essaie d'écarter justement tous les motifs qui pourraient être passionnels et venir interférer avec la juste mesure du procès. Alors la grosse différence, c'est que du coup, on doit juger des actes à partir d'éléments de preuve et non pas se prononcer sur une personne qu'éventuellement on détesterait à partir de l'impression qu'elle fait sur nous. Alors j'ai souvent parlé de cette exigence de mesure, mais je pense qu'on peut la qualifier un peu plus. Il y a mesure aux deux sens du terme. D'abord, il y a une exigence de quantification. On doit correctement évaluer le tort qui a été fait à la victime pour pouvoir correctement évaluer et donc de façon quantifiée la réparation qu'on demande à l'agresseur. Et le sens de mesure aussi, c'est l'exigence de retenue. Quand on dit de quelqu'un qu'il est mesuré, c'est qu'il est capable de mettre en suspens la colère de ses sentiments ou la violence de ses sentiments pour laisser place à la raison. Et ça, c'est essentiel à la justice. Alors j'ai utilisé une expression assez célèbre qui est faire justice, un processus lent dans le silence des passions. Le silence des passions, c'est ce qu'on exige chez les jurys qui font des procès aux assises, de prendre leurs décisions dans le silence des passions, donc d'écarter tout ce qu'il pourrait y avoir de préjugés, de colère, de désir de vengeance, de projection qu'on pourrait avoir sur la personne qu'on est en train de juger. Et on pourrait rajouter que la justice est lente.
Mais la lenteur, c'est pas du tout un truc qui est lié seulement à des problèmes de budget de l'administration, même si peut-être c'est le cas aussi, mais c'est en fait aussi un vrai processus de justice, parce que la lenteur fait que euh, on va avoir le temps de se calmer. Ça va neutraliser la violence de la passion. Quand est-ce qu'on est énervé? C'est sur le coup. Et quand on est énervé sur le coup, on veut une réparation immédiate. Mais on voit bien que l'immédiateté est précisément ce qui fait obstacle au processus justement de rationalité qu'exige la justice. Alors la conséquence de ça, c'est que pour qu'une justice publique soit possible, personne ne doit avoir le droit de se faire justice lui-même. Et il faut un médiateur commun qui s'appelle l'État. Et c'est pourquoi, alors c'est une définition de Max Weber, il dit l'État c'est celui qui a le monopole de la force légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le seul, à l'exclusion de tous les particuliers, à avoir le droit de rendre la justice par la force. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a la force qu'il utilise, elle est légitime. Il a le monopole de la force légitime. Donc Weber, en fait, il dit plutôt qu'il a le monopole de la violence légitime, selon les traductions. Je pense que c'est plus intéressant de dire force légitime, parce que au fond, il y a un usage de la force qui effectivement peut parfois être violent, mais la violence, c'est précisément quand la force ne s'exerce plus légitimement. Or, c'est le particulier qui, quand il fait usage de sa force, le fait de façon violente. Quand l'État utilise la force, c'est-à-dire la police, la prison, tous les moyens de coercition ou même les amendes, quand il utilise la force, en fait il le fait, mais parce qu'il est justifié à le faire, parce que c'est le seul qui peut avoir le droit de le faire légitimement. Bien. Donc, l'État en ce sens est le seul à pouvoir et à être habilité à émettre des ordres et à sanctionner la désobéissance. C'est un tiers extérieur au conflit et qui a la force de trancher. Et c'est ça qui le rend impartial. C'est le fait de ne pas être une des parties du procès, c'est le fait d'être extérieur. C'est pour ça que je vous avais donné comme définition au début que l'État c'était un organe qui était séparé de la société. Séparé, ça ne veut pas dire que c'est des gens de la société qui sont les administrateurs de l'État, mais des séparés de la société au sens où il n'est pas une partie de ses... où il fait pas, il ne représente pas une seule de ses parties en principe. Il est censé pouvoir s'en distinguer et du coup cette position de surplomb le rend apte à jouer ce rôle de médiateur. Et c'est pour ça qu'on est capable de lui accorder ce droit extraordinaire de nous sanctionner quand même, ce qui est quand même très fort. Alors je vais un tout petit peu plus loin dans les définitions. Du coup ça nous donne un petit peu la définition essentielle de ce que c'est qu'un État, ou en tout cas les fonctions essentielles de l'État. Qu'est-ce que c'est? On parle de fonctions régaliennes. Régalienne, ça vient du latin rex, qui veut dire non pas le petit chien, mais le roi. Régalienne, c'est cet adjectif-là. Et donc, qu'est-ce que c'est les fonctions régaliennes de l'État? C'est les fonctions, au fond, qui sont les plus essentielles à l'État. C'est ce qui fait qu'un État est un État quel qu'il soit, de la pire des tyrannies à la plus libérale des démocraties. Il faut qu'il y ait un nombre de fonctions minimales pour qu'on puisse dire que c'est pas un club de pétanque, mais un État. Alors qu'est-ce que c'est ces fonctions régaliennes? Alors on peut le dire de plusieurs manières, mais tout simplement c'est les trois pouvoirs. C'est être capable de promulguer des lois publiquement, de rendre la justice, c'est-à-dire faire en sorte que la loi soit effectivement appliquée, et de l'exécuter par des décrets, de la rendre applicable. Alors il y a d'autres façons de le formuler en disant que les fonctions régaliennes, c'est donc la promulgation des lois, rendre la justice et assurer la sécurité intérieure et extérieure. Et parfois on ajoute frapper la monnaie pour que les gens puissent avoir des échanges économiques. C'est une autre formulation possible, mais en gros c'est fondamentalement les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs, c'est les fonctions les plus importantes d'un État. Alors ça ne veut pas dire que tous les États se réduisent à ces fonctions. Par exemple, dans l'État démocratique moderne, il y a d'autres fonctions administratives, des fonctions d'enregistrement, des fonctions de contrôle, mais aussi des fonctions qui servent à assurer le bonheur des personnes. Le ministère de la Culture, de la Santé, etc. Mais les fonctions centrales de tout État, c'est ça. C'est la loi, la justice, la sécurité intérieure et extérieure. Bien. Alors, si on délègue à l'État du coup le soin de prendre la justice, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'injustice? Est-ce que justement on ne peut pas être confronté à une tyrannie violente? Est-ce que l'État ne risque pas de faire passer ses intérêts ou ceux des dominants avant la société, comme dans une aristocratie? Je dis, l'État est censé être séparé de la société, oui, il n'est pas censé représenter qu'une seule de ses parties, mais dans l'aristocratie, c'est exactement ça qui se passe. Donc, comment Pascal répond à cette question? C'est qu'il faut mettre ensemble la justice et la force, et pour ça, il faut
il faut soit que la justice devienne forte, soit que la force devienne juste. Alors on va examiner la première hypothèse. Est-ce qu'on peut donner la force à la justice? Par exemple, exiger que la police serve le juge. Alors, Pascal dit, bah ça ce serait l'idéal, évidemment. Le problème, c'est que la justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants et que la justice est sujette à la dispute. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, au fond, il y a toujours des désaccords. Hein. La justice est sujette à la dispute. On n'est jamais capable de s'accorder sur ce qu'on trouve juste et injuste. Alors, je vais vous lire un deuxième petit texte qui est très célèbre de Pascal dans les Pensées. Sur quoi fondera-t-il l'économie du monde à celui qui veut la gouverner? Est-ce que ce sera sur le caprice de chaque particulier? Non, quelle confusion! Ce sera sur la justice, mais il l'ignore. Certainement, s'il la connaissait, il n'aurait pas établi cette maxime, la plus générale de toutes celles qui sont parmi les hommes, que chacun suive les mœurs de son pays. Alors évidemment, Pascal, il veut dire que si on savait exactement ce que c'était que la justice, on ne dirait pas que chaque pays décide de ses lois. L'éclat de la véritable équité aurait assujetti tous les peuples. Si on savait, tout le monde ferait pareil. Les législateurs n'auraient pas pris pour modèle, au lieu de cette justice constante, les fantaisies et les caprices des Perses et des Allemands. On la verrait plantée par tous les états du monde et dans tous les temps, au lieu qu'on ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. 3 degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité, et en peu d'années de possession, les lois fondamentales changent. Le droit à ses époques. L'entrée de Saturne au Lion nous marque l'origine d'un tel crime. Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc ça c'est une citation extrêmement célèbre pour dire que au fond la justice dépend davantage du temps où on se situe et du lieu dans lequel on vit plutôt que d'une véritable connaissance de la nature de la justice. Bien, je m'aventure pas davantage là-dessus, je vais exposer ça. Donc on a du mal à se mettre d'accord, on en discute toujours, et même sur ce qu'on prétend aussi universel que les droits de l'homme, par exemple, qui semblent précisément mettre tout le monde d'accord, en fait c'est pas le cas. Pensons au droit de propriété, par exemple. Marx disait que le droit de propriété, c'était au fond un droit qui était parfaitement contestable, dans la mesure où seuls ceux qui ont de la propriété réellement ont intérêt à défendre ce droit, et ont intérêt, finalement, c'est les seuls qui peuvent en jouir. Les plus pauvres, au fond, c'est un droit de pacotille, puisqu'ils n'ont pas de propriété à protéger. Donc, sous l'apparence d'un droit parfaitement juste et égal, on pourrait dire qu'il est très asymétrique, très inégalitaire, et que ça ne devrait pas être un droit universel. Autre remarque, c'est dans les droits de l'homme, on a tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ok, mais en fait, cette déclaration des droits de l'homme qui date de 1789, bizarrement, elle précède l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que jusqu'à l'abolition de l'esclavage, on était tous d'accord pour dire « Ah oui, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Ok, mais comment est-ce qu'un esclavagiste pouvait soutenir ça? Hyper facile. Les Noirs, c'est pas des hommes. Et pif, ils respectent le droit. Donc vous voyez, on peut aussi dire que l'interprétation du droit elle-même ne met pas tout le monde d'accord. Donc au final, même ce qui semble produire l'accord le plus complet des hommes entre eux sur la définition du juste et de l'injuste, au fond, n'est pas si facile à définir et pas si facile à appliquer dans la réalité. On va aller encore un petit peu plus loin et remarquer qu'en démocratie, si vous regardez dans votre DM, le texte de Ricoeur que je vous ai donné parle de ça. On pourrait dire, mais le fait de discuter entre nous, etc., ça peut produire finalement un progrès général de la justice dans le monde. Au fond, ce qu'on remarque, c'est que le débat démocratique a plutôt tendance non pas à nous mettre d'accord, mais à accentuer les divergences, à renforcer les oppositions, puisque chacun va découvrir de nouveaux arguments à mettre à son moulin. Et d'ailleurs, les Grecs l'avaient bien compris, puisque la fin du débat, c'était pas « on a trouvé la bonne solution », c'était la clepsydre où le chronomètre avait terminé son temps. La seule façon d'arrêter un débat démocratique, c'est de dire « vous avez 2 heures et c'est fini au bout de 2 heures », parce qu'on sait à l'avance qu'on se mettra jamais d'accord et qu'à la limite, on sera encore plus en désaccord à la fin qu'au début. Donc finalement, Pascal nous dit
que la justice est sujette à la dispute, il faudrait rajouter à une dispute qui est insoluble, qui est infinie. On se mettra précisément jamais d'accord. Et c'est pour ça que les institutions risquent de bloquer, on risque de diviser les commandements. Et le pire du pire, c'est que finalement, c'est peut-être la position la plus injuste qui va prévaloir, parce que c'est celui qui l'ouvre le plus qui va avoir le dernier mot, ou c'est celui qui est le plus fort finalement, qui va réussir à remporter le débat démocratique. Hein, c'est la leçon du loup et de l'agneau, où le loup raconte absolument n'importe quoi, et pourtant c'est lui qui a le dernier mot, alors qu'il essaye de jouer apparemment le rôle du dialogue pour se mettre d'accord sur ce qui est juste, puisque c'est un faux procès. Bien, alors le problème du coup c'est que même si on pouvait armer la justice, au fond, personne ne serait d'accord sur ce qui est juste et sur ce qui est injuste, et finalement la justice deviendrait forcément tyrannique, ou alors inefficace, ou pire, totalitaire, c'est-à-dire tellement convaincu que ce qu'elle dit, c'est quand le pouvoir est tellement convaincu que ce qu'il dit est juste, qu'il utilise la force n'importe comment. Une justice qui serait renforcée se corromprait du seul fait de son propre pouvoir. Alors Pascal, du coup, nous dit, bon, est-ce que du coup on est complètement privé de solution? Est-ce qu'on est lié, on est condamné au chaos? Non, il y a une deuxième hypothèse, deuxième solution, c'est qu'on peut aussi dire que c'est le plus fort qui peut décider de ce qu'est la justice, c'est le plus fort qui est justifié à exercer le droit, hein, et il faut justifier la force et dire au plus fort qu'il a toujours raison. Alors on pourrait objecter que ça c'est exactement le contraire de ce qu'on entend par justice. C'est même exactement ça l'injustice, quand c'est le plus fort qui dit ce qui est bien et ce qui est pas bien. La force semble pervertir la justice en les mettant au service des intérêts du plus fort. Parce que ça veut dire que le plus fort peut faire n'importe quoi, ou par incompétence ou par égoïsme, mais ça veut aussi dire qu'en plus il faudrait dire merci. Ce qui est quand même la cerise sur le gâteau. Alors comment est-ce que Pascal peut justifier ça? Alors je pense qu'on peut donner 4 arguments un peu forts pour ça. D'abord, celui que donne le texte, c'est que la force est très reconnaissable et sans dispute. Alors la force de la force, pour ainsi dire, c'est qu'elle met tout le monde d'accord. Peut-être qu'elle est injuste, mais elle met un terme aux disputes sans fin. La force, elle permet de trancher, d'imposer une soumission. Alors peut-être pas une soumission de l'esprit, mais au moins une soumission du corps, un ordre, et en ce sens-là, elle suffit pour assurer l'ordre et la sécurité. Elle fait ce que la justice prétend faire, mais est incapable de faire. Et en ce sens-là, elle produit une marque objective, extérieure, de l'accord. Ce que ne peut pas faire la justice, dont on ne saura jamais ce qui est vraiment juste ou non. Au moins, on est sûr de qui est le plus fort, alors qu'on n'est jamais sûr de qui est le plus juste. Deuxième argument, c'est l'argument de Machiavel qu'on avait vu dans la partie précédente. Il vaut mieux l'ordre que l'injustice. Il vaut mieux un ordre injuste qu'une justice sans ordre. Alors pourquoi? Parce qu'une justice sans ordre est un pur chaos. L'ordre semble être la condition de la construction de la justice, alors que sans ordre, il n'y aura jamais de dialogue possible et aucune justice ne pourra jamais arriver. Au fond, l'absence d'ordre est déjà le cœur de l'injustice. Et on aura beau prétendre que c'est le débat qui va réussir à mettre un accord, etc. Au fond, si on ne s'écoute pas, il n'y a rien de pire. Troisième argument, c'est la question de notre droit à contester la décision du plus fort. On pourrait dire, mais est-ce que si je désobéis au tyran, je suis juste en un sens, puisque au fond il gouverne que par la force et il a une prétendue justice qu'il essaie de nous imposer. Mais on pourrait dire, mais au nom de quoi en fait est-ce que je désobéis? Au nom de quelle valeur? Je dis parce que moi je pense que c'est plus juste. Au fond, j'ai pas un critère objectif et public pour le démontrer. Le tyran et ses motifs sont peut-être égoïstes, peut-être que la loi qu'il promulgue, elle est critiquable et elle va pas. Mais au moins, il y a un critère commun et public sur lequel se baser qui ne ressortit pas que de notre propre imaginaire ou de nos propres intérêts qui se croiraient être les plus justes. La loi, c'est un critère. Et quand je suis travaillé par mon sentiment d'injustice, j'ai juste un truc privé et intime que je ne peux pas imposer aux autres. Et le risque est encore plus grand ici de confondre mes intérêts avec le bien commun. Alors qu'au moins, en tyrannie, il y a une promulgation de la loi qui peut-être est contestable, mais au moins sert de critère à tout le monde. Donc, si le droit est injuste et que j'y désobéis, en fait, on peut dire que j'abolis l'idée même de droit, puisque je romps l'union civile qui est la condition de la justice. Je ne défends pas un autre droit meilleur comme je le crois, mais je détruis la possibilité du droit, qui est au fond, la base de la base, c'est que la loi est un critère commun, quelle qu'elle soit. Alors, dernier argument, on pourrait dire, ouais, mais attendez, je vais quand même pas respecter un tyran qui m'impose des lois qui sont clairement injustes. Pascal nous dit, et c'est ça un petit peu sa finesse,
Non, mais il ne s'agit pas de dire que le tyran c'est quelqu'un de bien, que c'est une bonne personne, etc. Ce qu'il s'agit de respecter, c'est le titre. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on respecte dans le titre? Eh bien, on respecte l'ordre social dont il dépend et qu'il permet. On ne respecte pas du tout la personne. On respecte le cadre institutionnel que cette personne ne fait qu'endosser. Le titre donne simplement l'autorité de commander, et d'ailleurs il est complètement transférable. L'intérêt du titre, c'est que justement, il n'est pas lié aux qualités de la personne, il est simplement un outil d'ordre social, point barre. Et à ce titre-là, qu'est-ce qui est dû comme respect à ce titre-là? Eh bien, au fond, une simple politesse extérieure. Des actes, ne pas transgresser la loi. Mais personne ne nous demande d'être vraiment intimement convaincu de la bonté de la personne. Alors il s'agit ici, si vous avez bien compris, c'est que comme au fond il s'agit de se soumettre à une force, il y a une reconnaissance extérieure, puisque la force ne peut contraindre que l'extérieur, que le corps. Et il y a aussi une reconnaissance intérieure, mais qui ne porte pas sur la justice de la personne elle-même, mais sur la justice du fait qu'on a besoin de justice, du fait qu'on a besoin d'une loi en commun, quelle qu'elle soit. Alors, la conséquence de ce texte, finalement, juste avant, je dis un tout petit mot de ce dernier argument qui est développé dans un très beau texte, et pas si long que ça, qui est le discours sur la condition des grands, que vous pouvez trouver en ligne. Bon, discours, vous le trouvez sur internet, tapez discours sur la condition des grands, il y a 3 petits discours qui font une page et demie chacun, c'est vite lu. Alors, conclusion du coup du texte, c'est un texte qui est très étonnant et un petit peu tragique, parce qu'il dit au fond que obéir à une loi injuste, c'est pas seulement un devoir légal, ce que nous oblige à faire la loi, c'est aussi en fait quelque chose de légitime. On devrait être d'accord, non pas parce que la loi est injuste, mais tout simplement parce que c'est la loi. Alors j'en profite ici pour glisser une dernière distinction très importante que vous devez retenir dans ce cours sur la politique, c'est la distinction entre le légal et le légitime. Alors la légalité, qu'est-ce que c'est? C'est la justice telle qu'elle est définie dans la loi. Qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle provoque en nous d'ailleurs un accord ou un désaccord, un sentiment de justice ou d'injustice, c'est juste ce que dit la loi. Dans la loi. Alors au contraire, la légitimité, c'est la justice telle que elle devrait être, telle que on peut la définir par exemple dans l'idéal ou dans la raison. Voilà. Donc, et nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que, je vais y voir avec juste ce couple conceptuel, on peut reformuler tout le texte. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on a envie d'obéir à la loi, donc à la justice telle que la loi l'a définie, parce que la loi est légitime, parce que c'est la justice telle qu'elle devrait être. Mais ce que dit Pascal, c'est que c'est impossible de se mettre d'accord sur ce qui est légitime. Du coup, la seule chose qui est légitime, c'est d'obéir à la loi, c'est de se contenter de la légalité. Et l'obéissance à la légalité, et le devoir qu'on nous impose d'obéir à la loi, quelle qu'elle soit, n'est pas seulement une obligation légale, c'est une obligation légitime. Et c'est donc... on voit ici un point qui est extrêmement controversé, puisqu'on pourrait dire, ça veut dire que la loi injuste, quelle qu'elle soit, c'est juste d'y obéir, alors que vous voyez, ça justifie beaucoup de tyrannie. Bien, donc on discutera évidemment cette thèse un peu plus tard dans le plan. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.